Allez, Donc, je vous bonjour à laisse la tous. parole. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis donc de faire une nouvelle conférence sur le thème de la transition écologique. Donc, avec Paul Lecomte. Ah, excusez-moi, c'est mon chien. Je ferme la porte. Du coup, oui, c'est une série de conférences sur les différents thèmes en fait de la transition écologique. Alors du coup, je ne sais pas de quoi il va retourner ce soir puisque j'y assiste comme vous. Donc peut-être que Florent, vous pouvez présenter Monsieur Lecomte. Et puis je remercie bien sûr toutes les personnes qui participent à nos conférences et au process, aux ateliers, aux U-Labs. Et voilà. Et je suis très contente que Fontainebleau prenne le tournant, enfin, essaye de prendre le tournant de l'écologie. Très bien, Madame Reynaud, merci beaucoup. Oui, pour resituer, effectivement, on est dans le cadre du dispositif Fontainebleau en transition. On a effectivement d'un côté des ateliers, donc les U-Labs, où sur 13 thèmes, les habitants et les acteurs du territoire réfléchissent sur les thématiques du mieux consommer et de la nature en ville pour faire avancer les choses et imaginer les actions qui peuvent être envisagées. Et puis ce soir, on est dans ce dispositif, on va dire, d'acculturation, de sensibilisation, pour mettre à la portée du plus grand nombre les sujets précis avec des experts, comme il peut y en avoir d'autres d'ailleurs sous la forme de rencontres ou d'ateliers, voilà, de manière à comprendre un peu les sujets, de voir éventuellement parfois comment on peut rentrer dedans et les solutions qui peuvent s'esquisser. Mais la première ambition, c'est déjà de comprendre la problématique qui se joue et peut-être parfois comment on en est d'ailleurs nous-mêmes responsables. Voilà, donc ce soir, on est très heureux d'accueillir Monsieur Paul Lecomte pour cette conférence, voilà, avec ce nom évocateur, au cœur du 7e continent, découvrir le vrai visage de la pollution plastique. Alors, évidemment, on va vous laisser la parole et vous allez nous dire tout ça bien en détail, mais pour dresser votre parcours, vous avez dirigé 2 expéditions, le Swim et le Vortex Swim, vous nous direz plus en détail ce que c'est. Vous avez notamment, pendant 245 jours, avec un équipage, escorté Ben Lecomte, qui est votre oncle, à travers l'océan Pacifique pour sensibiliser le grand public sur la question de la pollution plastique. Un grand périple, vous avez travaillé avec des scientifiques qui venaient d'ailleurs du monde entier pour réaliser la première collecte transocéanique de données sur la concentration plastique et ses conséquences sur l'écosystème marin, avec plus de 220 points de données entre le Japon et la Californie. Donc c'est assez colossal. Et d'ailleurs, comme je pressens que le 7e continent l'est, voilà, vous avez fait tout ça un récit qui a engagé plus de 8 millions de personnes à suivre une web série et un documentaire qui a été produit par Disney Channel et le livre Nageurs d'alerte. Et aussi, vous avez beaucoup été suivi et une couverture internationale assez impressionnante par CNN, National Geographic et puis France 2 aussi, un peu de médias français et Combini. Voilà, vous allez nous parler de ce 7e continent. On va faire, nous, une immersion dans les coulisses de votre expédition et de cette vie marine et sous-marine surprenante qui, du coup, a un problème parce qu'elle se contamine avec le virus que nous lui envoyons, ce virus plastique. Et donc, c'est l'occasion d'ouvrir après un ensemble de questions-réponses à partir bien de cette évocation, cette dépendance au plastique, et puis possiblement déplorer les solutions qui peuvent se dessiner. Voilà, mais Monsieur Lecomte, un grand merci de venir nous parler de tout cela, et puis la parole est à vous. Merci Monsieur Bédard et merci Madame Reynaud de m'accueillir et de m'inviter pour cette présentation. Merci aussi à la ville de Fontainebleau qui dans ces discussions qui sont en fait si essentielles, surtout dans un moment voilà où c'est pas, mais en fait c'est Ouais, on vous perd. On vous perd. On va peut-être nous tous fermer nos caméras. C'est peut-être nous qui mangeons un peu de bande passante. Et ça va peut-être simplifier la fluidité. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant?
En tout cas, c'est fluide. Voilà. C'est fluide. Bon, vous n'hésitez pas à me dire si ça coupe. Je disais simplement merci à la ville de Fontainebleau vraiment pour engager ce type de discussion qui est si essentiel dans un climat où, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses un peu négatives qui nous entourent. C'est en fait une opportunité aussi, je pense, pour engager des discussions sur ce qu'on veut pour ce fameux monde de demain. Voilà. Et donc, moi, je vais vraiment vous emmener là au cœur de l'océan, dans une immersion pour une aventure qu'on a vécue avec notre équipage, à la découverte vraiment de l'impact de la pollution plastique, mais aussi à la découverte d'un environnement qui est magnifique, qui est l'océan, qui est si proche. Voilà, on a l'habitude de le voir sur les écrans, mais en même temps si lointain. Et moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de vous amener un petit peu à le découvrir avec moi. Alors, au cours de la présentation, vous n'hésitez surtout pas à m'interpeller si vous avez des questions. Ce que je vous propose, c'est une image, vraiment en immersion dans l'expédition pendant environ 45 minutes. Et ensuite, on pourra ouvrir des questions-réponses. L'idée étant vraiment pour moi d'engager une discussion, comme la ville de Fontainebleau a voulu vraiment le faire avec ces événements. Et donc, on va commencer. Je vais partager mon écran. Et on est bon. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon, et on est fluide, donc tout va bien. On commence avec cette photo qui est assez incroyable. Et vous allez, c'est pas la seule. C'était de vous emmener au cœur de l'océan et d'aller capturer un peu cette pollution plastique et de voir un peu le vrai visage qu'elle a au cœur d'un environnement qu'elle est en train de détruire. Et moi, en fait, ça commence par un coup de fil. Il y a 6 ans maintenant, de mon oncle qui me dit, voilà, Paul, j'ai envie de traverser l'océan Pacifique à la nage. Ce qui peut paraître un peu farfelu, mais j'étais habitué parce que mon oncle, en fait, a traversé l'océan Atlantique en 98. Donc, vous le voyez à droite, c'est Ben Lecomte. Et tout en bas à gauche, vous avez un petit enfant avec un chapeau de cow-boy qui a 8 ans en 98. Et c'était moi. Voilà, donc c'est un peu une histoire de famille. Benoît, après cette nage, avait dit plus jamais, plus jamais. C'est tellement de souffrance. Mais il s'est relancé. Il s'est relancé parce que c'est vraiment une partie de son identité, la nage d'aventure. Et donc, 20 ans plus tard, on se lançait tous les deux du Japon pour cette nouvelle aventure à travers l'océan Pacifique cette fois. Donc, comme je le disais, pour Benoît, cette nage, pour lui, c'est un moyen d'expression et ça va être un moyen aussi d'attirer l'attention. Avec une idée un peu folle de nager au milieu d'un océan, on attire l'attention et ensuite, on va pouvoir commencer des discussions avec les gens qui nous suivent et les emmener un peu à échelle humaine dans un environnement qui est si mystérieux et puis qu'on ne comprend pas souvent beaucoup. Voilà. Et lui, ce qui a déclenché un peu cette envie de faire le Pacifique, de nager à travers le Pacifique, c'est l'accumulation de déchets qu'il a pu voir au cours de ces 20 dernières années. Lui, son environnement de prédilection, c'est vraiment l'eau. Il a pu voir en direct à quel point le plastique et les déchets mettaient en danger cet environnement. Avec des chiffres. Alors, les chiffres, ça, c'est toujours quand on va sur Google et qu'on cherche pollution plastique, c'est assez anxiogène. Hein. On apprend par exemple qu'aujourd'hui, il y a 90% des oiseaux marins qui ont du plastique dans leur estomac et qu'on prévoit d'ici 2050, ce sera 90 qui auront du plastique dans leur estomac. On apprend aussi qu'il y a des estimations qui nous disent que d'ici quand il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc voilà, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de choses qui sont un peu anxiogènes. Et nous, on s'est dit, on va aller au-delà des chiffres et on va en fait juste s'immerger dans cet environnement et raconter ce qu'on y voit et raconter ce qu'on y vit. Parce que je pense qu'un des problèmes majeurs en fait pour nous de déconnexion un peu avec ces problématiques, c'est qu'on est
assez loin. Voilà, moi, je vois pas l'océan de ma fenêtre aujourd'hui. Je suis en région parisienne. Et quand on est loin de quelque chose, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Donc pour nous, l'idée, c'était d'amener l'océan dans le salon de tout le monde et de leur faire aimer cet environnement. Et peut-être à la fin, on l'espère, avoir envie de le protéger. Et pour ce projet, donc on a pu faire des partenariats avec beaucoup d'institutions scientifiques, dont la NASA, mais aussi l'université de Toulon, le CNRS en France. Eux, ce qui les intéressait beaucoup, c'est qu'on allait être sur un bateau du Japon jusqu'en Californie, sur toute la longueur de l'océan, et on allait être très lent. Donc Benoît nage vite, hein, mais comparé à un bateau, bon, il n'y a pas photo. Un bateau, ça met entre 2 et 3 semaines pour traverser l'océan Pacifique. Benoît, on prévoyait qu'il prendrait environ 6 mois. Donc, pour les scientifiques, c'était génial parce que ça faisait un échantillon à très haute définition. Si on prenait un échantillon par jour, comparé à un bateau qui traverse pendant 3 semaines, nous, on aurait des centaines et des centaines d'échantillons. Donc, ça leur permettrait d'en savoir plus sur la pollution plastique, mais aussi sur l'état des océans, sur la salinité de l'eau, sur la radioactivité et sur Benoît aussi, beaucoup d'études sur son corps. Parce qu'il faut savoir que donc l'eau, c'est un peu la seule simulation qu'on a sur Terre d'un espace en zéro gravité. Et ça permettait de faire avancer les recherches aussi sur l'impact de la gravité faible dans l'ambition de faire des vols spatiaux de longue durée. Voilà, on parle un peu de Mars en ce moment. Et donc, en étudiant le corps de Ben et les conséquences de cet océan sur son corps et du fait d'être en gravité si faible pendant si longtemps, ça permettrait aussi de faire avancer la science sur cette question de l'exploration spatiale. Voilà, donc on a fait de l'exploration océanique et de l'exploration spatiale en même temps. Et on s'est donc lancé avec une équipe de 10 personnes sur le bateau, des marins, des scientifiques, un médecin, des photographes et des cinéastes, parce que l'idée c'était aussi non seulement de capturer des données scientifiques, mais surtout de capturer des images et de raconter une histoire. Et on est parti à la conquête de l'océan Pacifique, qui est assez grand en fait. Quand on regarde ce visuel, c'est un tiers de la surface de la Terre, l'océan Pacifique. Et si on regroupe toutes les masses des continents, la masse terrestre, on n'arrive même pas à remplir cet espace bleu. Voilà, donc c'est vraiment un monstre, hein, c'est gigantesque. Et pour nous, sur le papier, c'était assez simple. C'était d'aller du Japon jusqu'à la côte ouest des États-Unis en suivant un courant qui s'appelle le Kuroshio, qui pousserait Ben en fait du Japon jusqu'à la côte américaine. Bon, il fallait quand même qu'il nage un petit peu, hein, mais l'idée c'était d'utiliser ce courant. Et on avait prévu une distance de 5000 km, donc c'est environ 1000 km, une traversée entre 6 et 9 mois. Voilà, donc ça c'est sur le papier, et évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Et voilà ce qui s'est passé dans la réalité. Donc en bleu, c'est le parcours de Benoît et en pointillé, c'est le parcours du bateau. Et vous voyez que pour la première expédition, donc finalement, on a dû séparer un peu cette expédition en deux. La première expédition qu'on a appelée The Swim, de juin jusqu'à décembre 2018, on a fait donc cette aventure du Japon jusqu'à Hawaï. Et on a été victime de beaucoup de typhons. C'était une période assez particulièrement sévère en termes de grosses tempêtes. Et avec les dommages sur le bateau, à un moment, on a été incapable d'escorter Ben plus loin. Donc, on a dû prendre la décision de stopper la nage et d'aller se réfugier à Hawaï. Mais le vrai traumatisme, en fait, pour nous, ça a été surtout de l'état de l'océan et le fait qu'il n'y a pas un seul jour de cette première expédition, donc de 165 jours, sans escale, il n'y a pas un seul jour où on n'a pas vu, où on n'a pas trouvé de plastique sur notre chemin. Donc, on a fait cette escale à Hawaï et on a un peu repensé le projet autour de cette question, justement, en organisant une deuxième expédition qui s'appelait The Vortex Swim. Et cette fois, au lieu d'aller chasser un record du monde, on s'est dit qu'on allait chasser le plastique et qu'on allait capturer des images et des données en se focalisant sur le cœur de la bête, qui est cette zone un peu grise là sur la droite, le vortex, donc ce qu'on appelle aussi le 7e continent, qui est la zone où la pollution plastique est la plus concentrée au monde. Et donc cette fois, plutôt que de suivre Benoît,
on a suivi les scientifiques. Et donc, Benoît nageait en suivant un itinéraire qui était fixé jour après jour par les scientifiques en fonction des zones de concentration de débris. Donc, cette fois, on ne chassait plus San Francisco, on chassait les débris et on voulait attraper un maximum de données sur ce plastique. Donc, pour récapituler un peu l'expédition qui s'est donc déroulée en 2 chapitres, The Swim et The Vortex Swim, on a passé en tout 245 jours en mer. On a navigué 15 500 milles nautiques et Benoît a nagé quand même 3 333 km, ce qui est pas mal. Et surtout, on a récolté et observé plus de 7000 débris flottants et 52 000 morceaux de microplastiques. Et donc là, on est encore dans les chiffres. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller plus dans le visuel et de voir qu'est-ce que ça signifie, ces chiffres. Déjà, pour partir dans une expédition comme ça, on était sur un plan, on allait partir 6 mois en mer en autonomie. Donc, il nous fallait une maison. Et cette maison, c'était ce gros bateau qui était aussi un peu notre maman, qu'on a équipé avec donc des systèmes d'énergie renouvelable et qu'on a chargé en nourriture, en boîte de conserve et en nourriture lyophilisée pour être autosuffisant pendant. Et l'idée, c'est que pendant Ben nage, l'équipage à bord va collecter des données scientifiques. Et ensuite, Ben revient sur le bateau le soir, il mange, il dort, au dodo, et ensuite, il se prépare pour sauter à l'eau le lendemain. Mais pour nager, c'est pas si simple que ça en fait. Pour nager au milieu de l'océan, le problème, c'est qu'on n'a pas de sens de direction dans l'eau. Quand on nage sous l'eau, on voit que du bleu. Donc, on a mis au point un système avec un zodiac et 2 membres d'équipage. Et vous voyez que au bout de ce zodiac, il y a une perche avec une ligne. Et cette ligne passe sous l'eau et elle va sous Benoît. Et l'idée, c'est qu'avec des marquages sur cette ligne, un peu comme le marquage du fond d'une piscine, Benoît, lui, garde sa tête rivée sur le fond de l'océan et il voit cette ligne avec des marquages. Et en fonction des marquages, il sait où il se situe en fonction du zodiac. Et l'équipage à bord du zodiac, armé de GPS, va lui donner la direction. En vision réelle, ça donne ça en fait. Donc on a 2 membres d'équipage sur le Zodiac et Benoît qui est à la traîne, qui suit un peu comme un petit chien en laisse sa ligne. En fait, lui, il n'avait aucune idée d'où il allait. Donc on a très bien pu passer des mois et des mois à tourner en rond, il s'en serait pas rendu compte. L'idée pour Benoît, c'était de nager par session de 8 heures par jour. Et pendant ces 8 heures, en fait, il reste dans l'eau du matin jusqu'au soir. C'est plus facile pour lui de rester dans l'environnement plutôt que d'avoir à remonter sur le bateau, se réchauffer, replonger dans l'eau ensuite. Et donc, il prenait des pauses toutes les heures avec des soupes de protéines, un peu fraîchement sorties du four par notre capitaine au matin. Et je vous ai aussi sorti. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a le bateau qui escorte pendant la journée, donc 8 à 9 heures par jour de nage. On a aussi fait un petit jeu qui de Charlie. On sort un drone et là vous voyez Ben, c'est facile à trouver. Et dès qu'on s'éloigne, donc il est toujours là, il est encore là au milieu. Et là il est un peu plus difficile à trouver. Il doit faire la taille d'un pixel, mais ça vous donne un peu l'impression qu'on avait nous tous les jours, c'est d'être dans un gigantesque désert bleu en fait. Et on s'était préparé à la monotonie. On s'était dit, voilà, pendant 6 à 9 mois, on allait voir la même chose tous les jours à notre balcon. Mais en fait, ça a été extraordinaire. C'est vraiment un spectacle 24 heures sur 24, en 360 degrés, mieux que la géode, où on a pu avoir l'expérience de cet environnement qui change tout le temps, de couleur, de forme, de température, et surtout, le fait qu'on soit si lent comparé à un bateau, ça nous a mis à la même vitesse que la vie marine. Quand on est en bateau habituellement, ça trace pas mal et on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter et de regarder ce qui se passe dans l'eau. Nous, on en avait le temps, on avait tout notre temps, on est 8 à 9 heures avec Benoît à nager à allure humaine. Et donc, on a pu faire des rencontres extraordinaires dans ce désert où
désert bleu finalement où tout le monde se cherche et les animaux n'ont absolument pas peur. Ils sont très curieux et ils viennent voir un peu de plus près, mais qui sont ces aliens qui sont venus s'écraser dans notre jardin. Ça a été une chance extraordinaire de pouvoir découvrir, de faire des rencontres avec des animaux sauvages tous les jours, donc des dauphins, des bandes, un requin aussi. On a eu plusieurs requins et les requins, d'instinct, on se dit c'est pas une très bonne nouvelle, mais en fait ces requins étaient très cordiaux. Hein. Ils venaient autour, ils se demandaient un peu ce que Benoît était. Ils tournaient autour 3, 4, 5 fois et ensuite ils refaisaient leur route. Mais c'est vraiment cette idée que on est tous perdus un peu au milieu et tout le monde vient se rencontrer et vient échanger en fait, un moment un peu de rencontre comme ça. Les albatros étaient nos meilleurs amis. Donc ils nous ont suivis pendant toute la durée de l'expédition. Et des fois, quand on voyait pas trop où était Benoît depuis le gros bateau, il suffisait juste qu'on cherche les albatros en fait, qui tournaient autour. Et à chaque pause, ils s'arrêtaient à côté de Benoît et ils venaient lui manger un petit peu de pain dans la bouche, ou ils venaient simplement, on a inventé un check avec les albatros, on leur donnait notre poing et ils venaient picorer le poing. Donc vraiment des rencontres et des expériences extraordinaires avec en fait. On n'était pas du tout au milieu de nulle part. On était accompagnés par tous ses amis. Une autre chose un peu particulière, c'est voilà, un jour Benoît a nagé dans cette espèce d'ensemble de confettis rouge et on a écrit aux scientifiques le soir pour essayer de savoir ce que c'était. Et ils nous ont confirmé que c'était de la crotte de baleine. Les baleines qu'on a pu rencontrer aussi, on a rencontré énormément d'espèces de baleines qui venaient, c'est toujours pareil, un peu voir, mais c'est quoi cette petite coquille de noix à la surface et c'est quoi cette espèce de petit animal bizarre qui nage très lentement. Et sur le bateau, l'équipage, lui, fait des observations. Alors, on avait beaucoup de protocoles d'observation de déchets. Donc, l'idée, c'est juste de rester 30 minutes par jour comme ça, à regarder l'horizon et à noter tous les déchets et les types de déchets que l'on trouve. Et des déchets, on en trouvait. On en trouvait énormément. Un débris toutes les 3 minutes en moyenne. Et ça, c'est valable aussi au milieu de l'océan, à 2000 km des côtes. Hein. On n'y échappe pas. Donc, beaucoup de filets, beaucoup d'équipements de pêche, aussi d'équipements qui venaient sûrement de bateaux de pêche, hein, avec des caisses, mais aussi des objets de la vie courante, des objets de tous les jours. Donc ici, vous avez une brosse à dents, une bouteille en plastique aussi, un sac en plastique, une cuvette de toilette, un cône de chantier avec un casque. Et nous, ce qu'on fait pendant ce temps-là avec l'équipage, c'est qu'on essaye de capturer au maximum. On fait un travail de collecte de données et un travail de collecte d'images pour partager en direct. Il y a ces fameux filets fantômes qui sont des espèces de conglomérats de filets de pêche. Et c'est des fabuleux objets de recherche en fait. Dès qu'on et cette personne va d'abord accrocher, vous voyez, une sorte de balise blanche à l'arrière qu'on la poker. Et cette balise, une fois accrochée, elle va nous permettre de suivre le parcours du déchet en temps réel. Avec, bien sûr, c'est d'aller savoir où sont ces déchets et de pouvoir organiser à grande échelle en envoyant des gros bateaux qui vont venir collecter un maximum de déchets, mais aussi, d'un point de vue scientifique, de tracer comme ça le parcours de ces déchets. Ça nous permet de comprendre un peu mieux comment ces déchets sont bougés avec le courant et comment ils se concentrent. Et ça permet de tracer des cartes pour estimer les concentrations de déchets plastiques dans l'océan. Et ces cartes-là, elles étaient mises à jour tous les jours par les scientifiques qui travaillaient avec nous.
et il nous envoyait à bord du bateau ces cartes en nous dirigeant vers les zones qui étaient les plus intéressantes à étudier. Et la petite anecdote, c'est qu'un jour, on a eu la chance de croiser la route d'un satellite. Et ce que vous voyez ici, je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est une de mes grandes fiertés. C'est un selfie pris de l'espace. Et quand on zoome un peu plus, on voit le bateau, qui est la grosse tache blanche, et le Zodiac, qui est la petite tache blanche. Donc, tout ça pour vous dire qu'on travaillait vraiment tous les jours avec les scientifiques et qu'un jour, un scientifique nous a simplement dit « Ah, ben, il y a un satellite qui passe juste au-dessus de vous, là, je vous envoie la photo ». En plus de cette imagerie satellite et ce travail un peu de cartographie des déchets plastiques dans l'océan, on faisait aussi des récoltes de matières biologiques qu'on nettoyait et qu'on allait ensuite conditionner dans le bateau. Ici, c'est nos toilettes du bateau qu'on avait converties en laboratoire de fortune un peu. Et l'idée, c'est de les stocker à bord et qu'ensuite, arrivés sur Terre, on les envoie au laboratoire pour qu'ils les analysent. Et pourquoi c'est intéressant de les analyser? Parce que ça nous permet de comprendre comment la vie va se développer avec ce plastique, autour de ce plastique. On était parmi les premiers vraiment à prendre du temps, non seulement à regarder. Donc là, vous voyez un immense filet fantôme avec un tout petit beau un nommage dessous. Et dès qu'on s'approche, dès qu'on va voir un peu sous ce filet, on va découvrir tout un écosystème. Donc, les algues et les micro-organismes qui vont pousser sur ces filets vont aller attirer des poissons, des petits poissons, qui eux-mêmes vont aller attirer des plus gros poissons. Et ensuite, toute une vie et tout un monde ici autour de flottant, avec des sortes de poissons qui vont être des autostoppeurs de l'océan et qui vont suivre les déchets à travers l'océan comme ça. Donc, c'est des phénomènes vraiment curieux, c'est des images complètement surréalistes. Et c'est des choses aujourd'hui. Paul, excusez-moi, Oui. ça coupe. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez, juste comme il y a des images et vous en plus, peut-être que c'est la bande passante, peut-être vous pouvez couper votre caméra à vous. Enfin, si on peut essayer 5 minutes comme ça, parce que ça coupe, en fait, il y a des mots qui sont mangés. D'accord. Et comme, ouais. Ouais, on va voir comme ça mieux? Ouais, c'est bien là, mais pour l'instant, ça va. Je vous dirai si je reprends la page. Je me permettrai de vous recouper. Je suis désolée si jamais ça recoupe. Ça veut dire que c'est pas ça, mais si c'est plus fluide comme ça, je pense que ce sera mieux. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez à suivre quand même? Oui, oui, moi oui. J'espère que les autres aussi. Pareillement. Mais c'est vrai que des fois, il nous manque un mot. D'accord. Super. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si ça coupe. J'essaierai peut-être de trouver une autre solution technique. Et donc, non seulement on a cet écosystème qui se développe autour des déchets plastiques, et cette question, en fait, c'est de savoir un peu quelles vont être les conséquences sur le long terme de ces transformations d'écosystèmes. Donc, on a des bestioles, on a non seulement des poissons, mais aussi des bestioles un peu plus grosses qui vont se balader autour de ces déchets et habiter, en fait, ces déchets. Et une des conséquences qu'on connaît déjà, c'est qu'on va retrouver des espèces de poissons qui n'ont rien à faire au milieu de l'océan. Donc, cette espèce, par exemple, est une espèce qui normalement est côtière et qui ne survit que grâce aux coraux et donc dans des fonds assez peu profonds finalement. Et celle-là, on l'a trouvée donc au milieu de l'océan et la seule raison pour laquelle elle était là, c'est qu'elle avait survécu sur un déchet plastique et qu'elle avait suivi ce déchet plastique. Donc, on voit bien là qu'il y a des espèces qui se baladent et qui sont là où elles ne devraient pas être et qui vont venir coloniser des espaces et peut-être aussi envahir certains espaces. Et donc, on comprend un peu toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'équilibre de l'écosystème. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'absurde. L'absurde de trouver des déchets dans l'océan, hein, c'est un jour, vous allez trouver une chaussure Adidas à 2000 km des côtes. Et non seulement, donc là, c'est quand même assez absurde, mais encore plus absurde, vous allez trouver un poisson qui vit à l'intérieur de ces chaussures. Donc, vous vivez des scènes vraiment assez incroyables.
Ici, on est en train de pêcher un poisson. C'était notre seul produit frais, hein. Donc ça nous faisait bien plaisir d'avoir des petits sushis de temps en temps. Mais à chaque fois qu'on pêche un poisson, on fait aussi un protocole pour vérifier son estomac et voir ce qu'on y trouve. Et dans ce poisson, on trouve un morceau de plastique. Et alors, c'est quelque chose vraiment, c'est une chose de s'imaginer que les poissons mangent du plastique. C'est autre chose que d'aller pêcher un poisson au milieu de l'océan et de trouver un morceau de plastique dedans. Ça a été vraiment un choc pour tout l'équipage. Et un autre choc, c'est donc cette bouteille que l'on trouve, qui est assez lourde. Et quand on ouvre la bouteille, on se rend compte qu'il y a un habitant et que ce poisson, en fait, était emprisonné dans la bouteille. Il était trop grand pour sortir. Et donc, notre seule explication, c'est qu'il vient sûrement d'un œuf, il y a sûrement un œuf qui a été pondu dans cette bouteille et que le poisson, en fait, a grandi et a passé toute sa vie dans cette bouteille au point qu'il était trop gros pour en sortir. Et pareil, cette espèce, on la trouve pas naturellement dans les grands fonds. Donc, vous voyez un peu, et là, c'est seulement un équipage pendant 6 mois, hein. Mais vous imaginez un peu toutes les situations que ce plastique provoque et toutes ces transformations de l'écosystème. Et une photo qui représente pas mal tous ces bouleversements, c'est finalement cette photo d'un bouchon plastique avec dessus, vous voyez quasiment des aliens un peu. La vie est en symbiose autour de ce bouchon. Il y a une citation que j'aime de Jurassic Park, que la vie trouve toujours son chemin. Là, on a un bel exemple en fait. Les scientifiques nous parlent de plastisphère en référence à la biosphère, c'est-à-dire en fait un règne des espèces marines, tout un ensemble d'espèces marines qui va non seulement survivre avec le plastique et sur le plastique, mais aussi se reproduire grâce au plastique et donc vraiment dépendre du plastique pour son développement et qui va complètement bouleverser des écosystèmes dans les océans et au milieu de l'océan. Et on mesure très, très peu les conséquences encore, hein. On sait que le plastique est un aimant à produits chimiques, qu'il y a, bon, pour les souris, ça a été prouvé, mais des effets cancérigènes. Il y a énormément de choses. On nage un peu dans l'inconnu, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et on sait que ça sonne un peu faux. C'était pour aller récolter ces données si précieuses et comprendre un peu les conséquences de cette pollution. Mais là, on a seulement touché la surface du problème, en fait. On parle de 7e continent et vous imaginez peut-être une grosse île en plastique avec des gros débris. Mais en fait, le 7e continent, cette fameuse zone, la zone la plus concentrée en pollution plastique au monde, qui se trouve au large de la côte ouest des États-Unis, le 7e continent, il ressemble à ça. On voit simplement un horizon bleu et on voit, bon, je vous le disais tout à l'heure, un déchet toutes les 3 minutes, mais de manière générale, quand vous regardez à l'horizon, vous ne voyez que de l'eau, quoi. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, en fait, non. C'est même plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que le vrai désastre, il se cache en dessous. Donc, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, quand une bouteille en plastique ou n'importe quel déchet plastique se retrouve dans l'eau, il va se dégrader dû à l'action des vagues et de l'eau et dû aux rayons UV du soleil. Il va se dégrader en microparticules qu'on appelle microplastiques qui vont d'une taille de 5 mm jusqu'à une taille quasiment invisible, microscopique. Et ça va poser plusieurs problèmes. Et pour nous, l'idée, c'était déjà de savoir mais combien de quantité de microplastiques il y a dans cet océan. Et donc, pendant 30 minutes tous les jours, on mettait à l'eau ce filet, qu'on appelle un filet. Et ce filet, donc ces mailles, elles vont faire laisser passer l'eau et récupérer des petites particules, y compris donc les particules de plastique. On a un pot qui va récolter ces particules. Et une caméra au fond de ce pot
pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors là, l'eau est toute bleue, où il n'y a rien à flot. Pendant 30 minutes, 2000 km des côtes, voilà ce qui se passe. Et là, il faut comprendre qu'on n'est même pas dans une zone de concentration de plastique. On est vraiment au milieu de l'océan, dans une zone à peu près normale. Et on y trouve quand même des centaines et des centaines de microparticules de plastique qui dansent avec les planctons. Un autre jour, Benoît nage et on lui trouve quelque chose sur le front. Et vous imaginez un peu la probabilité pour que ce tout petit être humain au milieu de cet énorme océan qui fait 1/3 de la surface de la Terre, pour que cet être humain rencontre cette particule de plastique au milieu de nulle part, ça vous donne une idée un peu de la quantité de plastique qu'il y a au large. Alors, ce qu'on fait une fois qu'on a récolté ce microplastique, c'est que l'équipage va passer des heures et des heures à le trier, à le séparer de la matière organique, parfois faire des petites œuvres d'art, et ensuite on le stocke pour analyse. Alors, pour que les scientifiques puissent déterminer quel type de plastique, d'où est-ce qu'il vient en fait, et également faire des analyses biologiques pour savoir quel type de bactérie est en train de se développer sur ces plastiques. Et donc, en fait, le 7e continent, le vrai visage du 7e continent, c'est ça. C'est une sorte de brouillard sous-marin de microplastiques qui coule. Et il faut savoir qu'on sait que on arrive à déterminer à peu près, on arrive à localiser seulement que 1% du plastique qui est dans l'océan. Tout le reste, on n'a aucune idée d'où il est. Tout simplement parce qu'il se dégrade, qu'il devient microscopique et qu'il va tomber au fond des océans. Dans cette zone, on a trouvé un fragment de microplastique par seconde en moyenne. Et dans tout l'océan, en moyenne, on trouve 2 fragments de microplastique par minute. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes dans l'océan, vous mettez votre main sous l'eau et vous restez 30 minutes. Il y a de grandes chances que vous ayez quelques microplastiques qui s'accrochent à votre main. On en est là au niveau du problème. Donc, ce n'est pas un continent, c'est un brouillard sous-marin. Et si on a fait des calculs avec nos données, en fait, si on rapporte la taille de l'océan Pacifique à une piscine olympique, vous y trouveriez environ 20 000 fragments. 20 000 fragments de plastique. Donc, on imagine bien aussi que c'est complètement impossible à nettoyer. Et ici, on ne parle même pas de la microfibre et des particules de plastique qui sont complètement microscopiques et qu'on n'a même pas pu, nous, récolter. Et peut-être pour finir, une petite aventure qui est assez symbolique de nous, notre aventure, c'est cette rencontre incroyable avec un cachalot qui est venu tourner autour de nous, qui s'est rapproché à quelques mètres seulement de nous. On a pu voir son œil, voilà, qui nous fait une danse extraordinaire. Et l'après-midi même, quand on remonte sur le bateau, notre équipe nous annonce qu'on a récupéré 3000 microplastiques, 3000 morceaux de microplastiques. On n'a même pas eu le temps dans la journée pour les compter. On a dû le compter sur plusieurs jours. Mais on venait d'avoir cette expérience extraordinaire et si précieuse avec un animal sauvage et on s'est rendu compte le soir même qu'il était en train de nager dans un brouillard, en fait, dans un brouillard de microplastiques. On finit quand même sur une note positive. On est arrivé sain et sauf à San Francisco, avec cette idée pour nous que la mission ne faisait vraiment que commencer. Donc, on a déjà les scientifiques qui travaillent un peu, voilà notre laboratoire toilette. Donc, nos scientifiques qui travaillent sur l'analyse des données. Hein. Donc, Monsieur Bénard le disait, on a fait la première collecte transoceanique de données sur la pollution plastique avec plus de 220 points de données. On a aussi un documentaire qui sort demain d'ailleurs aux États-Unis sur notre aventure pour vraiment raconter l'histoire et les emmener un peu tout le monde à l'aventure avec nous, mais aussi les emmener à découvrir un peu l'étendue des dégâts. Et un livre chez Glénat qui s'appelle Nageurs d'alerte qui reprend du point de vue de Ben un peu les péripéties. Et nous, on a continué notre travail vraiment d'éducation à utiliser cette aventure pour provoquer des discussions autour du plastique,
avec des expositions, voilà, en exposant un peu les choses qu'on avait ramassées, avec un focus vraiment sur les enfants, parce que c'est un peu le monde qu'on leur laisse, finalement. Et je voulais finir avec cette photo qui est, pour moi, est très emblématique et assez symptomatique du problème. C'est une personne qui avait cette bouteille-là dans le train quand je suis revenu en France il y a un peu moins d'1 an. Et je crois qu'il y a tout dans cette image, en fait. Déjà, le produit en lui-même, qui est une bouteille en plastique, qui est en soi une bouteille en plastique d'eau potable. En France, pour moi, c'est un peu une aberration, hein, parce qu'on va utiliser 2 litres. On va utiliser 2 litres d'eau pour produire 1 litre d'eau potable. On va utiliser 10 centilitres de pétrole, hein, avec le transport, comment on fait tourner les usines, etc. Donc, c'est-à-dire que pour 10 verres de cette eau, vous avez 1 verre de pétrole. Et on sait bien qu'il y a une alternative, hein, qui s'appelle la gourde et l'eau du robinet. Donc, les eaux du robinet, là, 2/3 des eaux du robinet qui sont des eaux de source. Hein. Quand on fait donc on met des grosses personnes et qu'on leur invite à goûter à l'aveuglette des verres d'eau, systématiquement, le verre d'eau du robinet arrive en tête ou parmi les premiers. Donc, il ne s'agit même pas de qualité de l'eau, s'il vous plaît, si vous voulez. On a aussi un impact environnemental avec l'eau du robinet qui est 450 fois inférieure à celle d'une bouteille en plastique, hein. Et vous la paierez 300 fois moins cher. Donc là, on a quand même l'idée d'une multinationale, Danone, qui va nous vendre un bien commun, l'eau, sous la forme d'un sous-produit de l'industrie pétrolière, ce qui est déjà un premier symptôme. Mais le deuxième symptôme, moi, ce qui m'a vraiment interpellé sur cette bouteille, c'est le message « recyclons », qui est un peu symptomatique de la crise écologique qu'on traverse, quoi. Un peu comme si d'un tour de magie, on allait pouvoir faire disparaître cette bouteille dans notre poubelle. Pourtant, même encore aujourd'hui, il y a seulement la moitié des bouteilles en plastique qui sont recyclées en France, hein, et elles ne sont pas 100% recyclables. Il y a toujours une perte, c'est-à-dire que vous n'allez pas créer une bouteille de la même qualité à partir d'une bouteille que vous jetez dans la poubelle. Donc, plutôt que de parler de recyclage, on parle ici de décyclage. C'est qu'on va perdre en qualité au fur et à mesure que l'on recycle ces produits. Et surtout, là, ça concerne que la moitié qu'on arrive à recycler, hein, parce que l'autre moitié de ces bouteilles en plastique est enfouie. Donc, vous avez utilisé cette bouteille pendant 1 heure et elle va être là pendant 450 ans environ dans l'environnement. Donc, en fait, on a une multinationale ici qui vous vend un produit déjà qui est assez problématique par nature, mais aussi elle vous demande de prendre en charge une partie des coûts de production qui est sa responsabilité, en fait. C'est une charge de transfert de responsabilité un peu où on vous refile la patate chaude. C'est un peu comme si Areva venait sonner chez vous avec un tout petit fragment d'uranium radioactif, hein, en vous disant, bah voilà, c'est votre consommation d'électricité pour l'année. Voilà, vous avez le déchet, maintenant vous vous démerdez avec. Donc ici, votre responsabilité de consommateur éclairé, c'est pas de recycler cette bouteille, en fait. Votre responsabilité de consommateur, c'est de ne pas acheter ce produit. Et c'est d'ailleurs un produit qui est interdit à San Francisco, par exemple, et qui commence à être interdit de plus en plus. Mais tout ça pour vous dire que ce problème, il est vraiment de notre création, hein. On parlait de virus tout à l'heure. Oui, celui-là, il est vraiment 100% made in homme, made in human. Et pour une analogie, un peu, c'est comme si vous baladiez dans la forêt de Fontainebleau, qui doit vous être si chère, et que sous la couche de feuilles et de terre, vous aviez une sorte de couche de plastique, en fait. C'est ça qu'il y a dans l'océan aujourd'hui. Et c'est que aujourd'hui, on le voit impossible à nettoyer. Donc, ce sera là pour des années et des années, des centaines d'années. Pour nous, c'est vraiment de couper, voilà, essayer de travailler sur notre pratique de consommateur, sachant que le plastique, c'est un outil formidable. On le voit aussi encore aujourd'hui avec un matériau qui est extraordinaire, mais à nous aussi de questionner les usages qu'on en fait dans notre vie quotidienne et de se demander si on a vraiment besoin de cette fourchette en plastique, cette cuillère en plastique ou cette bouteille en plastique. Ça, c'est en tant que consommateur. Et après, plus globalement, il y a un travail à faire, bien sûr, de pression
sur les sociétés qui polluent le plus. Comme d'habitude, la base, vraiment, c'est l'éducation et de diffuser au maximum ce message et d'essayer ensemble de créer des discussions et de trouver des solutions ensemble, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà un peu, je m'aperçois qu'il est déjà 8h50, je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais voilà pour la présentation de l'aventure. J'espère que ça n'a pas été trop coupé par notre ami Internet, et je suis à votre disposition pour des questions ou pour simplement des remarques. Merci beaucoup, Monsieur Lecomte. C'est à la fois passionnant et glaçant de voir les choses. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent parmi nos auditeurs? Bon, moi, je veux bien avoir une première réaction le temps que les gens viennent. Bonjour, madame. Voilà, on a une question de Anne. Voilà, je prendrai la parole après. La parole est à vous. Oui, bonjour. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Dans les microplastiques, j'ai cru comprendre que les microplastiques vont devenir de plus en plus petits et flotter, et que quand ils étaient encore plus petits, ils tombaient au fond de la mer. C'est ça que vous avez dit? Alors, là encore, c'est des choses qu'on est en train de rechercher, on est en train d'essayer de comprendre. Les scientifiques, c'est un peu le mystère, mais l'une des théories pour le moment, c'est que donc ce plastique, il flotte, et en fait, quand il va se désagréger en petits fragments, il y a aussi de la matière organique, et donc des bactéries et des algues qui vont se développer sur le plastique, et donc créer plus de masse, en fait. Et c'est ça qui va les faire descendre. Et aujourd'hui, le plastique, on en trouve dans la fosse de Marianne, qui est le point le plus profond de la Terre. Hein. On a trouvé du microplastique non seulement sur la surface, sur le fond des océans, mais aussi à l'intérieur des micro-organismes et des petits animaux qui vivent à ces profondeurs. Donc oui, c'est un peu partout, mais c'est aussi dans les airs. Hein. On le retrouve, on le trouve au sommet des Pyrénées, on trouve aussi du nanoplastique carrément. Donc, on ne comprend pas encore tout l'étendue du problème. On sait juste que c'est partout et que c'est aussi dans votre estomac, malheureusement. Je suis désolé de la mauvaise nouvelle, mais vous mangez environ l'équivalent d'une carte bancaire de plastique par semaine, d'après la WWF. Voilà, donc c'est dans l'eau potable, c'est dans environ 90% des bouteilles en plastique, mais aussi de l'eau du robinet. On en trouve vraiment partout aujourd'hui. Et on commence simplement à comprendre un peu les dégâts que ça peut avoir sur l'organisme. C'est ça les grosses questions aujourd'hui. Merci Mais avant beaucoup. de connaître la réponse, on peut commencer, je pense, à réagir. Ah oui, je pense aussi. Je pense aussi, oui. Merci. De rien, merci à vous. Madame Malvezin qui a une question aussi. Est-ce que vous avez vu des baleines manger du plastique? Alors, je te disais tout à l'heure, on avait vu ce cachalot qui nageait au milieu d'une sorte de brouillard de plastique. Moi, j'ai pas vu de baleines qui mangeaient, par exemple, un sac plastique, parce que les baleines, si tu veux, elles filtrent l'eau et elles mangent le krill, en fait. Donc, elles ont des petits filtres sur la bouche, mais sans aucun doute, les baleines, elles ingurgitent des tout petits micro-morceaux de plastique. Et on a trouvé aussi malheureusement des baleines qui des fois s'échouent sur les plages, et en ouvrant l'estomac de ces baleines, on retrouve énormément de plastique dedans, et de plus en plus. Donc moi j'ai pas vu la baleine prendre son petit repas de plastique, mais je suis sûr que autour de nous ça s'est passé, ouais. Ah oui. Merci. Merci. De rien, merci à toi. Madame Reynaud. Ah oui, alors vous disiez, parce que moi j'ai entendu que des bateaux sillonnaient les mers pour récupérer le plastique avec des filets. Donc en fait, je pense que ces opérations, elles pourraient être pas mal, et pourraient être amenées à se développer. Après, je sais pas qui peut prendre le financement de ça. Est-ce que c'est la responsabilité des États ou est-ce qu'il y a des associations entre guillemets humanitaires? Parce qu'en fait, on connaît bien UNICEF, MSF, tout ça, mais on ne connaît pas d'associations qui s'emparaient de ce problème. Est-ce que vous en avez connaissance autour de... Enfin, vous savez le sujet, quoi.
Oui, il y a de plus en plus d'organisations qui font ça, qui font du nettoyage en mer. La plus connue, c'est The Ocean Cleanup, qui a été créé par un Néerlandais, un très jeune d'ailleurs, qui doit avoir 5 ans de moins que moi, qui a monté, lui, c'est vraiment une entreprise mondiale maintenant, où lui, il va à la fois donc dans ce vortex plastique avec des filets récupérés, mais aussi dans les rivières en Asie, avec une machine qui récolte les déchets. Et en France, on a Plastic Odyssey. Alors eux, ils vont pas directement aller chercher le plastique dans l'océan. Par contre, ils vont développer des machines qui vont permettre de valoriser les déchets plastiques et de créer une économie autour du déchet plastique. Donc, créer créer du carburant à partir de plastique qu'on ramasse, par exemple. Donc, il y a toute une économie qui est en train de se développer avec beaucoup de produits. Moi, j'ai un sac là qui est fait à partir de filets fantômes, en fait. Une économie qui est en train de se développer. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça détourne notre attention. C'est-à-dire que cette question des nettoyages, Oui, il ne faut pas qu'elle nous exonère en fait de ne pas utiliser du plastique. voilà, Ah. parce qu'on peut continuer à prendre des seaux de plastique, mais si on en met de plus en plus, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, quoi. Oui, mais je pense que les gens éclairés, de toute façon, tous les gens qui suivent la conférence, je pense qu'ils sont déjà sensibilisés à la cause du plastique. Et c'est vrai que du coup, on pourrait peut-être, les personnes qui donnent, prioriser nos dons plus vers l'écologie. En fait, je suis en train de faire cette prise de conscience moi-même ce Ouais. soir. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis pourquoi c'est si populaire la question du nettoyage plastique? Parce que c'est dans notre état d'esprit en fait. C'est que je vais pouvoir rester en fait assis sur ce canapé, je vais donner de l'argent à quelqu'un et il va régler le problème. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que Non, je ne vais pas utiliser de plastique, mais en plus, je donne de l'argent pour nettoyer le plastique des autres. En fait, c'est ça que je voilà, pense. là on est bien. J'avais une question, est-ce que vous travaillez avec à collecter des données est-ce que vous travaillez avec des équipes de scientifiques en zoologie, en épidémiologie animale, qui étudient l'impact organique finalement de cet environnement, puisqu'ils sont dedans, ils l'ingèrent, et vous disiez que finalement c'est assez inéluctable pour eux. Oui, alors on travaille, nous, sur la question biologie, on travaille surtout sur ce qui pousse sur le plastique. Donc les scientifiques qui travaillent sur ces questions de microplastique, souvent dans leurs équipes, ils ont des gens qui vont aller analyser le type de bactéries, le type d'algues et le type d'animaux qui se développent autour de ces plastiques. Mais ça, c'est aussi tout un pan en plus de peut-être protection animale, avec des organisations qui vont venir travailler sur l'impact des filets, par exemple, sur les dauphins ou les otaries. Et donc, il y a une question aussi quasiment humanitaire de protection animale qui se pose aussi, pas seulement scientifique. Ouais. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'à ingérer ce type d'éléments et avec une telle récurrence, il y a des maladies chroniques. Oui. Déjà, il y a eu des recherches donc sur les souris et sur l'impact que le plastique a sur ces souris. Et en fait, on se rend compte que le plastique étant un aimant et déjà dans sa production, il contient énormément de produits chimiques. Ça a des problèmes sur le système immunitaire, ça crée des problèmes sur le système immunitaire, en termes de cancer aussi. Donc il y a énormément de, l'horizon n'est pas très prometteur en termes de d'impact sur l'organisme. Ça c'est clair. C'était intéressant tout à l'heure, vous avez fait l'analogie avec, c'est comme si en forêt de Fontainebleau, on grattait la terre et on trouvait une couche de plastique en dessous. Et le problème, c'est que c'est pas comme si, c'est qu'on a, peut-être pas aux mêmes échelles, mais les services de l'Office national des forêts alertent sur le fait que, notamment ce type de pollution, de dépôts sauvages, de déchets qui traînent, ont des problématiques assez équivalentes à celles que vous avez évoquées, notamment une microfaune qui se trouve enfermée dans des bouteilles. Ce sont des choses qui sont effectivement déjà signalées. Et comme vous le montriez pour ce poisson, vous trouvez du plastique à l'intérieur, on a sur les mammifères forestiers aussi
ce type de constat. Donc, il y a quelque chose qui se partage, malheureusement. Oui, tout à fait. Et en fait, je faisais un peu la remarque tout à l'heure que le plastique, c'est vraiment un matériau qui est génial, qui est très peu cher à produire, qui a des propriétés vraiment extraordinaires et nous a aidé vraiment, ne serait-ce qu'en médecine, à progresser énormément ou dans la construction de matériaux. Mais en fait, on ne maîtrise pas le cycle de vie de ce matériau. C'est que on sait le produire, mais on ne sait pas quoi en faire une fois qu'on le jette. C'est un peu comme des déchets nucléaires, si vous voulez. Et donc cette idée vraiment que on continue à produire un produit dont on ne maîtrise pas le cycle de vie, c'est quand même problématique. D'autant que voilà, on est en particulier sur les plastiques à usage unique où vous allez utiliser un sac plastique pendant 30 secondes et qui va rester dans l'environnement jusqu'à 1000 ans en fait. Et donc on est sur d'autres échelles de temps et des choses que je pense qu'on n'a pas très envie de connaître la fin de l'histoire. On connaît le début où on utilise le plastique et une fois qu'il est dans la poubelle, on se dit bah voilà, ciao, c'est la fin de l'histoire. Mais non, la fin de l'histoire, elle est derrière moi en fait. C'est ça la fin de l'histoire et c'est pour des centaines et des centaines d'années. Et que ce soit dans l'océan ou dans la forêt, ça c'est évident. Alors, vous parlez de cette notion de cycle de vie. Moi, la situation que vous nous présentez, elle me parle aussi du parcours de l'objet. Parce qu'évidemment, tout ça ne démarre pas en étant dans l'océan, ça vient de quelque part. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on modélise comment tout ça arrive là? Le fond de ma question, c'est comment ça passe de terre sur mer? Oui, alors il y a beaucoup d'études là-dessus et très difficile à étudier et à savoir précisément. Il y en a énormément qui viennent de rivières, qui viennent des rivières. Et en fait, donc il y a les déchets qu'on jette directement à l'océan, hein, mais il y a aussi les déchets qu'on va mettre dans les déchetteries et avec l'écoulement des eaux, il va naturellement en fait se déverser dans les rivières et puis en fin de course dans l'océan. On m'a fait la remarque une fois que de toute façon, la plupart du plastique, ça vient d'Asie, ça vient des rivières d'Asie, donc c'est eux qu'il faut aller éduquer. Et en fait, c'est nous qu'il faut éduquer parce que l'idée, c'est que les rivières d'Asie, si elles sont si polluées, c'est pas seulement que les pays dans ces régions-là n'ont pas vraiment les infrastructures pour gérer leur recyclage, mais c'est que nous-mêmes, Européens, Américains et puissances mondiales, on envoie des containers remplis de plastique dans ces pays-là. Avant, c'était la Chine. La Chine, depuis quelques années, a fermé les frontières sur le plastique. Et maintenant, ça retombe sur d'autres pays qui ont pas vraiment les moyens de gérer ces déchets, quoi. Donc, il y a aussi, vous parliez de le parcours du déchet, il commence là aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que société? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide de produire comme objet? Qu'est-ce qu'on décide de consommer? Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce que j'aime beaucoup avec le plastique, c'est que, bien sûr, c'est pas le problème numéro 1 dans le monde, hein. Bon, déjà, on a Covid, on a des problèmes d'eau, on a le problème du climat, mais c'est un problème qui nous concerne tous, déjà. On utilise tous du plastique, riches, pauvres, tout le monde est en contact avec ce matériau et on peut tous, à notre échelle, faire quelque chose. Et quand on commence à réfléchir à notre relation avec le plastique, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on jette. Et toutes ces questions-là, c'est des questions qui vont être essentielles pour régler les problèmes plus généraux d'environnement et de notre rapport à l'environnement au développement durable, en fait. Donc, c'est une bonne parenthèse. Et vous faites un peu l'inventaire des produits et vous en changez 2 ou 3 pour cette semaine. Les gens se font ça paraît tellement se couper du plastique du jour au lendemain, mais personne de vous couper du plastique du jour au lendemain. On n'a pas besoin d'une poignée de personnes qui sont des écologistes modèles. On a besoin de millions de personnes qui font des petites. Et c'est ça que je pense qu'il faut amener dans la tête des gens et c'est ce genre d'état d'esprit qu'il faut créer. On a une remarque de Madame Mevis qui nous confirme que 80% apparemment des déchets plastiques que l'on retrouve en mer
viennent de terre. Donc ça en dit long effectivement au travers de ce que vous venez de dire sur le consommateur et sa responsabilité euh, à terre. Je le disais avec la bouteille et recyclons, il ne faut pas non plus se tromper de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une stratégie de la part des industries pétrochimiques à aller déplacer la responsabilité sur le consommateur et à lui demander, en fait, voilà, on vous donne ça, c'est vous qui débrouillez maintenant. Il y a aussi toute une logique et je pense une réflexion à avoir sur c'est quoi le vrai coût du plastique et qui doit payer le coût du plastique, comme qui doit payer le coût du réchauffement climatique. Voilà, je pense qu'il y a aussi toutes des questions à avoir et en tant que consommateur, bien sûr, vous êtes responsable de ce que vous achetez et du cycle de vie des objets que vous achetez, mais il y a des choses aussi qui, c'est peut-être au producteur d'aller réfléchir un peu à ce qu'il produit et à la fin de cycle de ses produits. Donc vous, en tant que consommateur, à vous d'envoyer des messages. Tous les jours, quand vous allez dans un magasin, vous votez. Tous les jours, sur tout ce que vous achetez, vous votez avec votre argent. Et ça, vous en faites des centaines et des centaines de votes par semaine. Bien sûr, on peut pas avoir tout bon à tous les coups, même moi. Mais l'idée, c'est d'essayer en tout cas, d'avoir l'envie de progresser et de faire des petits progrès petit à petit, d'en parler autour de vous. Est-ce que dans vos présentations du sujet, et peut-être dans des collectivités, on va dire, côtières, où on peut imaginer qu'il y a une sensibilité un peu plus accrue pour être à côté de la mer et donc du problème, est-ce que vous avez découvert des initiatives, des prises de conscience collectives, des manières de s'organiser dans les populations? Oui, je vais prendre l'exemple de Hawaï, qui eux sont un peu, c'est un peu le ground zero du plastique parce qu'ils sont juste en dessous du 7e continent et du coup sur leur plage, surtout sur la côte nord, ils se prennent des vagues et des vagues de microplastiques et donc il y a toute une communauté qui s'est développée là-bas. On appelle ça le clean-up, donc d'aller nettoyer en fait les plages, mais on nettoie pas pour nettoyer, on nettoie pour être ensemble et on est tous ensemble, on passe un bon moment à la plage. Et en même temps, on nettoie, mais on est là dans la bonne humeur et surtout, on est là pour aussi réfléchir à des solutions. Et donc, il y a vraiment cette idée de créer des énergies locales, de ne pas faire. On a tendance à se faire dépasser par les problèmes, à se sentir coupable, à se dire oh, mais qu'est-ce que je vais faire et puis il y a tellement de choses là, c'est foutu. Non, l'idée c'est de créer des énergies, de décoincer les énergies, il faut créer des communautés, il faut faire communauté autour de ces problèmes parce que les solutions on les a, mais il faut qu'on en discute et il faut qu'on agisse ensemble dans la bonne humeur et la vie s'arrête pas, au contraire. Voilà. Donc à Hawaï, moi j'étais très impressionné par ces communautés de centaines et de centaines de personnes qui toutes les semaines se retrouvent sur les plages pour nettoyer ensemble, mais aussi passer une journée à la plage avec des amis et puis refaire le monde de demain. Bon, donc il y a de l'espoir, ça rassemble. Anne, vous aviez peut-être une question, votre main est levée. Ah ben voilà. Oui, Allez. oui, je voulais demander, vous avez dit que vous avez fait un documentaire, Swim, si j'ai bien compris. Est-ce que vous l'avez déjà diffusé où et est-ce que ça a eu, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que les gens, ça aide à sensibiliser les personnes? Comment ça se passe? Alors, on a eu déjà une série, une web série qui a été diffusée pendant l'expédition et surtout aux États-Unis parce qu'elle est en anglais, elle est sous-titrée mais elle est en anglais, qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez mettre The Swim, vous allez trouver. Donc, de retour là-dessus, des commentaires en direct dans l'expédition. Et je crois qu'on a eu autant de personnes qui ont regardé cette série. Et pour le documentaire en lui-même, il sort demain, enfin, États-Unis pour l'instant, sur Discovery, qui est la plateforme de streaming, un peu le Netflix de Discovery. Donc, on n'a pas encore les retours. On n'a même pas encore vu la version finale du film. Voilà, donc, on attend. Et on est très, très impatient de partager cette histoire avec un maximum de monde. En attendant la version française, j'espère. Mais il y a un livre français déjà qui est disponible. Celui que vous avez dit sur le nageur,
C'est ça le livre qui Nageur concerne les d'alerte. nageurs d'alerte, ouais, d'accord. Et du coup, j'en profite pour vous demander, du coup, moi, je fais partie d'un collectif de transition sur la communauté de communes de Nemours. Et je me demandais, à votre avis, par quel biais, enfin, vous parlez que ça m'a bien intéressé, les énergies locales, la communauté, là, je trouve ça très bien. Mais comment on peut, enfin, il y a des gens qui sont déjà informés, mais comment on peut élargir cette information, permettre à des publics différents de s'informer, enfin, d'être mieux informés par rapport à cette problématique? Ben, nous, c'était toute la démarche en fait, de l'expédition que notre objectif, vous m'entendez, oui? Ou ça coupe? Je vais couper ma caméra. Ça assure un petit peu. Ça va mieux là? Là, ça a l'air. Oui. C'était toute la démarche de l'expédition, justement. Je parlais, c'est que on voulait aller toucher d'autres publics. C'est que oui, le public écolo, et voilà, c'est bien, mais on va pas changer le monde avec une poignée d'écolos. Il faut que des millions de personnes s'investissent sur ces sujets-là. Et donc pour nous, l'idée, c'était de partir de l'aventure, de partir de l'esprit d'aventure, de partir de l'émotion vraiment pure de rencontre avec ces animaux extraordinaires, cet environnement magnifique, et de raconter des histoires en fait. Il faut se raconter des histoires autour de ces sujets. Il faut créer des imaginaires autour de ces sujets. Et nous, voilà, la plupart des gens qui nous suivaient, ils sont venus parce qu'ils ont juste entendu, ah, il y a un Français qui essaye de traverser l'océan Pacifique à la nage. Bon, bah, je vais aller voir. Et ces gens-là, la plupart se sont pris un peu de passion sur ce sujet du plastique, alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Voilà, je pense que la question, voilà, venez participer à une conférence sur la pollution plastique. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui va attirer le grand public, mais d'aller raconter une aventure, raconter une histoire et d'adresser ces sujets ensemble, en discussion. Je pense que, enfin, pour moi en tout cas, il y a une partie de la solution qui est ici pour aller chercher d'autres publics, c'est de travailler sur les imaginaires ensemble. Merci beaucoup. Oui, sur les récits, comme j'ai déjà entendu parler dans d'autres domaines, effectivement. Merci Voilà. beaucoup. Il faut qu'on s'approprie ces sujets, qu'on les fasse nôtres. Et de toute façon, voilà, toutes les évolutions et les grands changements de société, ça passe par le récit et ça passe par des énergies. Ça passe pas par la culpabilité. Voilà, on va tous mourir dans 20 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, ça n'a jamais marché. Ce qui marche, c'est de l'imaginaire, c'est du partage de moments et des énergies ensemble, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est très positif comme façon de penser. Merci. Merci à vous. Oui, tout à fait, c'est très engageant. Il y a, je crois, la main levée du Benjamin de la session, que je ne connais pas son prénom. Oui, bonsoir, c'est la maman là, qui va poser la question. Je me serais trompé à chaque fois, du coup. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui. Oui, bonsoir. Merci pour ce témoignage passionnant et effectivement très positif qui nous culpabilise un peu moins, même si on était en train de dîner et qu'il y avait un petit peu de plastique sur la table, même si on essaye de le combattre. Mais mon fils m'a pointé du doigt les bouteilles, le yaourt en plastique, c'est catastrophique. Non, juste pour revenir sur les actions concrètes qu'on peut enclencher, bien sûr à notre échelle de consommateurs, évidemment, mais aussi en termes d'action publique. Vous citiez l'exemple de la ville de San Francisco qui a banni le plastique. Comment on peut ériger une loi comme ça au niveau local? C'est intéressant quand même. Alors, oui. C'est par là que ça passe. En fait, il y a de plus en plus de lois. Là, il y a vraiment un mouvement. Alors, ça a été un peu stoppé avec le Covid, malheureusement. Mais même en Europe et surtout en France en particulier, on est assez leader dans ce domaine-là. Il y a un mouvement vraiment c'est une volonté vraiment de légiférer sur ces questions. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyens? Eh ben, c'est comme d'habitude, de faire entendre par les votes. Et la seule raison pour laquelle à San Francisco, ça s'est fait, ils ont banni les bouteilles en plastique dans la ville, c'est que il y a une culture qui se développe derrière et qu'on sent bien que voilà, il y a les politiciens, ils sont bien obligés de suivre le mouvement qui est initié par la population et par les organisations locales. Donc il y a un gros travail, je pense, d'aller encore une fois de galvaniser les énergies autour de ces questions, comme on peut le faire autour du manger bio, comme on peut le faire autour
limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est et là, je crois que c'est un très bon signe, votre enfant qui pointe les objets en plastique sur votre table, ça part de là, en fait. Ça part de qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants. Et ça, c'est des thèmes qui vont s'imposer. L'idée, c'est le plastique à usage unique, il va mourir. La voiture à essence, elle va mourir. La question, c'est quand. Et l'enjeu, c'est le plus vite possible. Et c'est à nous, vraiment, dans nos discussions qu'on a avec nos proches, dans notre engagement bénévole, dans nos choix de consommateurs, c'est à nous de créer ces petites mini vaguelettes qui, en fin de route, j'espère, vont faire des gros tsunamis. Mais il faut quand même en passer par un peu de contrainte, quand même. Alors, il faut passer par la contrainte, mais il faut pas être trop dur avec vous-même. Moi, vraiment, ça ne marche pas, cette idée de, voilà, du jour au lendemain, c'est bon, j'arrête le plastique. Il faut vous répondre à vous. Et je suis pas né zéro plastique. J'utilisais beaucoup de plastique. Aujourd'hui, j'en utilise des fois pour le fromage, par exemple, je peux pas m'en passer. Et le bisphénol dans le biberon aussi. Voilà. Mais en fait, je me prends aussi maintenant à prendre plus de temps à aller choisir mes produits et je développe des pratiques qui, moi, me plaisent en fait. Aujourd'hui, ça me plaît de passer un peu plus de temps pour trouver un shampoing qui va dans une bouteille en plastique. Trouver un produit qui va me correspondre moi. Et je pense qu'il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte insurmontable. Il faut y aller petit pas par petit pas et vous faire des petites tapes sur le dos. Et c'est pas grave si vous achetez un gâteau dans un paquet plastique, si vous craquez un jour. Voilà, il faut être indulgent avec soi-même. Et encore une fois, moi, je pense que c'est très important d'aller créer des énergies positives autour de ces questions et pas de les vivre comme des contraintes ou la culpabilité, quoi. Et le plus important, c'est d'en parler, en fait. C'est d'en discuter et d'avoir des discussions ouvertes, de pas montrer du doigt, mais d'aller chercher des solutions ensemble et être inventif sur ces questions et de vraiment provoquer de la créativité avec vos proches, avec les gens avec qui vous travaillez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des exemples d'industriels qui font un peu, entre guillemets, leur coming out sur l'utilisation du plastique? Alors, j'ai perdu le mot le plus important de la phrase, je pense. Est-ce que vous pouvez répéter? Là, je disais, est-ce qu'on a des exemples d'industriels qui revoient leur façon de produire, qui s'exemptent du plastique et qui portent un message par rapport à ça? Oui, il y a de plus en plus d'exemples. Moi, un exemple que j'aime bien, c'est Adidas, Adidas qui donc travaille avec maintenant de main dans la main avec une association qui s'appelle Parler, qui est une association qui récolte du plastique pour en faire des produits et qui ensemble en fait en voyant, et c'est parti toujours du consommateur et d'une envie des changements un peu dans la culture des consommateurs qui produisent leurs chaussures maintenant avec de plus en plus de matières recyclées, de plastique. Adidas, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres là. Il y en a plein d'autres. Et en fait, quand vous allez dans les rayons de supermarché, vous en voyez de plus en plus des produits qui se vraiment s'estampillent, emballage jetable, emballage entièrement recyclable. Donc c'est un mouvement qui se fait, quoi. Est-ce que ça vous apparaît comme une démarche sincère ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du continuons à produire du plastique puisqu'on sait le recycler? Voilà, c'est ça, c'est un peu l'écueil dans lequel il faut pas tomber, dans ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure avec la bouteille d'Évian, c'est que il faudrait pas qu'on croie que le recyclage c'est la solution. Il y a toujours cette question bien sûr du greenwashing, mais si les entreprises sont poussées à faire de greenwashing, c'est peut-être que quelque part il y a quelque chose qui se passe dans les pratiques, et quelque chose qui se passe dans la culture et que au fur et à mesure on va dans le bon sens, quoi. Oui, si c'est le cas pour certains, en tout cas, c'est un palier dans l'évolution. Exactement. Il y a une pression qui se fait. Donc, cette pression est une bonne nouvelle.
Effectivement, bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a, on approche là tout doucement du temps qu'on s'était donné pour ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a des questions encore que vous souhaiteriez poser? Eh bien, allez-y, Madame Malvezin. Non. Non, Madame Reynaud? Non, non, pardon, c'est le petit junior là qui s'amuse. Ah oui, je remettais ma caméra. Tout bon. Alors moi j'ai regardé, du coup j'en ai profité pour regarder les sites internet des Ocean Cleanup et Plastic Odyssey. Et en fait, effectivement, de Ocean Cleanup, ils ont vraiment leur mission, ils ont des bateaux qui nettoient les plastiques. J'avais déjà vu avec des filets. Les Plastic Odyssey, c'est français et c'est à Marseille. Et en fait, eux, ils font plutôt de l'éducation et ils aident des entreprises qui sont plutôt à développement zéro plastique, quoi. Donc les deux, enfin c'est deux différents buts. C'est pas la même chose. Ouais, et complémentaire, ouais. Complémentaire, voilà, c'est ça. Donc en fonction de. Et toutes les deux, c'est des associations qui sont effectivement à déduction fiscale, enfin avec déduction fiscale, puisque c'est des associations. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais je vais peut-être laisser la parole à Anne si elle a Oui, une une autre question. question, effectivement. Oui, j'avais encore une question. Je voulais savoir quel était le prochain projet, si vous en aviez un, dans quelle direction vous allez vous tourner par rapport à ces convictions que vous essayez de défendre visiblement. Et justement, donc depuis que je suis rentré en France, je discute pas mal avec l'équipe de Plastic Odyssey, qui sont pas encore partis, eux. Ils ont été vraiment ralentis avec le Covid et qui sont en train de préparer un bateau. Et donc c'est très, très complexe à mettre en place. Eux, ils prévoient de faire un tour du monde de 3 ans. Ils vont commencer par un tour de France. Et voilà, donc j'espère pouvoir être impliqué. Et sinon, mon projet, c'est d'être sur le long terme plutôt à Hawaï, où il y a justement cette formidable énergie et d'aller m'impliquer aller un peu au cœur de la bête, parce que c'est là-bas qu'on voit vraiment l'impact direct de cette pollution et le prendre un peu comme cas d'étude. Ah, comme on n'a pas entendu la suite. Ah ben on l'a perdu. Allô? Oui. Ah. On est resté à com. Vous êtes resté? Ça a coupé au mot comme dans quand vous exposiez vos projets. Communauté alors peut-être. Ah. Et communauté. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous soyons dans les remerciements? Bon, eh bien, nous sommes dans les remerciements. Merci beaucoup, monsieur Lecomte, pour ces images, ce propos et puis ces réactions et aussi toutes ces pistes, je dirais à la fois concrètes, mais aussi dans la posture que vous proposez, que vous suggérez d'adopter pour que ça marche. Et de rien, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité et à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence de 8h à 9h30 du soir en visio. Vous avez du courage. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. On va mettre tout ça en replay pour que ça puisse profiter encore au plus grand nombre. Super. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et bon courage dans la suite du parcours. Eh bien, merci beaucoup et on va essayer de vous suivre aussi. Vous allez nous inspirer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.